Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Catherine Verdier d'Aviou qui nous reçoit à son cabinet à Dijon. Bonjour Catherine. Bonjour Céline. Alors Catherine, tu es thérapeute systémicienne, pour la personne, le couple et la famille. C'est tout à fait ça. Alors avant que tu nous expliques en quoi consiste ton accompagnement, j'aimerais revenir brièvement sur ton parcours. Mais il y a une bonne raison à cela. Donc, avant de devenir thérapeute systémicienne, tu as été formatrice dans les communications, dans le domaine de la communication, pendant 16 ans, hein, il me semble. Tout à fait. Et en fait, pourquoi j'en parle? Eh bien, parce que nous nous sommes rencontrés à cette occasion, pendant mes études de communication. Catherine était mon professeur principal, on peut dire ça comme ça. Et ce que je peux dire, moi, de toi aujourd'hui, c'est que déjà, tu étais une excellente accompagnante. C'est-à-dire qu'on garde un souvenir de toi avec les élèves qui ont partagé ma promotion comme d'une professeure singulière et vraiment d'une accompagnante extraordinaire. C'est-à-dire que tu ne nous accompagnais pas uniquement dans nos études et à l'obtention du BTS, tu étais là également pour nous dans les coups durs, dans les moments difficiles, même au niveau personnel. Et ça, on sentait déjà en toi l'accompagnante qui sommeillait, enfin qui sommeillait pas vraiment, puisque tu l'avais déjà mise en action. Mais donc quelque part, ton parcours, et là où tu te trouves aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel et de cohérent et de pertinent avec ton parcours. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que tu décides vraiment d'aller dans l'accompagnement à l'autre et justement dans la thérapie? Eh bien, parce qu'en fait, en tant que formatrice, effectivement, on transmet énormément de choses en termes de communication. Mais ce qui me passionnait le plus, c'était les relations que j'entretenais avec mes élèves. Il n'y a pas de thérapeute sans patient, il n'y a pas de formateur sans élèves. Et vous m'avez tellement donné aussi en retour qu'à un moment donné, je me suis posé la question de ce qui faisait sens véritablement pour moi dans la vie. Et je me sentais beaucoup plus à l'aise dans les relations avec les autres, dans cet accompagnement qui n'était pas tant pédagogique effectivement que personnel. Et puis pour pouvoir essayer de poser un autre regard sur ce qui faisait souffrance pour vous et de vous accompagner autrement. Voilà. Pas comme un professeur, mais comme plutôt un guide. Oui, c'est voilà, ça. je me sentais plutôt guide de ma classe. Mais c'est comme ça qu'on t'a perçu, en effet. Donc aujourd'hui, toi, pour accompagner les autres, pour guider les autres, tu as choisi la thérapie systémique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, la thérapie systémique? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, systémique, en fait, c'est la thérapie qui s'intéresse aux relations qu'entretiennent les gens les uns avec les autres. Quand on parle de système, on parle d'un groupe, que ce soit le couple, que ce soit la famille, et c'est l'idée que nous sommes tous en interaction les uns avec les autres. Donc, quand on travaille avec une personne, on travaille avec son couple, on travaille avec sa famille, même lorsqu'on vient seul. Et finalement, il y a d'autres fauteuils dans mon cabinet parce qu'on n'est jamais véritablement seul en thérapie. On vient avec son partenaire, on vient avec sa famille d'origine, on vient avec ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, toute une histoire de famille et de vie qui finalement fait partie de nous. Oui, c'est ça. Donc en fait, systémique, ça vient parler des différents systèmes qui régissent nos vies. Finalement. Et qui nous influencent et que nous influençons aussi en retour, oui, tout à fait. Et qui vont avoir une action sur notre vie et nos histoires de vie. Tout à fait. Donc tu reçois en individuel, mais comme tu le disais, tu reçois aussi en couple ou en famille. Alors parfois les fauteuils sont vides, mais parfois les fauteuils sont occupés. Voilà, sont occupés, tout à fait. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que être en couple ou être en famille, c'est pas si évident que ça au niveau relationnel. Chacun évolue, chacun va changer dans sa vie, de posture, de rôle, d'identité. Et parfois, les personnes finalement se retrouvent dans des schémas relationnels très répétitifs dont ils n'arrivent plus à sortir, dans une espèce d'impasse. Et ils ne savent plus vraiment quel chemin emprunter. Ils se sentent un peu perdus, égarés, et à ce moment-là, la famille se fragilise, le couple est sensibilisé, et moi je joue un peu le rôle d'un interprète de ce qui vient se jouer en séance, dans leurs relations les uns avec les autres, et de ce que je vais pouvoir décoder, décrypter de leurs comportements qui font souffrance à l'un ou à l'autre, puisqu'on vit en thérapie parce qu'il y a quelque chose qui fait souffrance dans la relation. Voilà. Donc on essaie d'en parler ensemble et j'essaie de leur proposer finalement en séance une autre façon d'être en relation les uns avec les autres. C'est vraiment le propre de la systémie. Alors avec des outils systémiques pour les mettre aussi en scène, et ce qu'ils vont expérimenter comme un changement possible en séance, ils vont pouvoir aussi l'exporter en dehors de la séance, chez eux, dans leur couple, dans leur famille.
Et quand tu parles d'outils systémiques, tu peux nous donner un exemple? Oui, ce sont des objets flottants, ce qu'on appelle nous des objets flottants. Donc ça peut être par exemple des cartes de jeu qu'on va utiliser, des métaphores pour essayer de penser le couple comme un lieu, comme une maison. Par exemple, que mettez-vous dans votre maison couple, par exemple. Donc ça peut être le génogramme, j'utilise un tableau où on remonte sur les familles d'origine. Comment le couple a été vécu au niveau des parents, au niveau des grands-parents, ce qu'ils nous ont transmis. Parce qu'on ne se construit pas tout seul finalement, on est aussi empreint des modèles qu'on a reçus, des valeurs ou parfois des fardeaux qui nous sont transmis presque inconsciemment, mais qu'on ressent et qui continuent à agir sur nous dans nos vies personnelles aussi. Oui, des sortes de carcans, effectivement. Tout à fait, qui nous enferment finalement. Tu sais, comme un peu les portes tournantes des grands magasins. On se sent emprisonné dans ces portes, on continue à tourner et on ne voit pas forcément la sortie. On ne voit même pas ce que fait l'autre puisqu'il est devant nous. Donc c'est l'idée de, on se pose, on prend un temps ensemble et puis on essaie de voir comment on peut s'accorder, comment on peut rééquilibrer les choses pour se retrouver dans une relation beaucoup plus harmonieuse. Voilà. Et si par exemple on vient de voir et que ça ne concerne pas un aspect relationnel, je vais dire, ou alors si, mais par exemple la relation par rapport à l'argent, ou la relation par rapport au travail. Tout à fait. Là aussi, la famille, l'éducation, tous les systèmes qui nous ont entourés finalement depuis tout petit, ça veut dire qu'ils ont eu une influence sur nous et qu'il va falloir également revoir cette relation à l'argent ou au travail pour pouvoir changer la donne. C'est ça ? Alors, il ne s'agit pas d'impulser un changement immédiatement. C'est l'idée de ce travail ou cette relation à l'argent, comme tu dis, à qui elle sert dans le couple ou dans la famille et à quoi ça sert. Parce que tout a une fonction. Est-ce que c'est une personne qui, à un moment donné, aura besoin de cette relation à l'argent pour communiquer autre chose, peut-être à l'autre, parce qu'elle est aussi peut-être en loyauté vis-à-vis de sa famille d'origine, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent, parce qu'il y a eu une relation à l'argent très particulière, ou au contraire qu'il y en a eu très peu. Est-ce qu'à ce moment-là, le travail a représenté le grand mythe familial, il y avait que le travail qui comptait. Donc comme on ne sait pas comment faire autrement, on reproduit aussi des schémas qu'on connaît bien et qui sont extrêmement rassurants. Et puis lorsque les gens ne sont plus là, on est encore beaucoup plus en loyauté vis-à-vis des morts. C'est quelque chose de compliqué. Donc parfois, il faut aussi pouvoir entrer justement en thérapie pour se dire, voilà, ça c'est une histoire qui ne m'appartient pas, qui appartient à mes parents, qui appartient à mes grands-parents, et là qui est trop lourde à porter pour moi, donc je rends à la personne ce qui lui appartient. On fait aussi ce travail-là. Une sorte de rituel, en fait, tu ritualises ce genre de choses. Parce que c'est vrai que quand on prend conscience de certaines choses, ça peut suffire, mais parfois ça ne suffit pas de se rendre compte. Se rendre compte, c'est la première partie du travail. Mais ce n'est pas parce qu'on se rend compte que les choses changent. C'est ça. Il faut aussi un processus où on ait aussi envie de ce changement, qui soit possible à ce moment-là et qui soit possible pour les deux, qu'on soit dans la même temporalité. Et toute la richesse de la systémie et puis de la thérapie de couple ou de famille, c'est que la temporalité n'est pas forcément la même pour chacune des personnes présentes en séance. Ah oui, bien sûr. Donc essayer de voir si c'est le moment pour l'un, si c'est le moment pour l'autre, ce que l'autre va en comprendre, et puis est-ce qu'il est prêt à faire un pas vers l'autre aussi. Est-ce que je suis prêt à avancer à ton rythme, ou est-ce qu'à un moment donné, moi j'ai signé un contrat dès le départ, tu n'es plus le même que tu étais au départ de notre contrat quand on s'est rencontrés, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? J'ai changé, oui, tu as changé. Alors on fait quoi? Je fais un pas vers toi pour accepter ce changement et te retrouver sur une moitié au milieu du pont par exemple, où je ne suis pas capable ou pas prêt à le faire. Donc qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Oui, tout est question de temporalité. C'est ça, et de ne pas rester figé dans une temporalité qui appartient au passé. Tout à fait. Pour certains. Oui, c'est difficile, le changement, et d'accepter le changement chez l'autre. Accepter que tout est impermanent, c'est compliqué. Et justement, en parlant d'impermanence, tu es aussi spécialisée, Catherine, en accompagnement du deuil. Le deuil, c'est quelque chose que tu as vécu toi-même en 2003. Tout à fait. Et c'était important pour toi d'accompagner les autres dans ce moment-là. Oui, c'était fondamental. Moi, aujourd'hui, cet accompagnement, c'est plus qu'un travail, c'est une véritable mission de vie. Tu sais, on n'est pas là par hasard. Nos histoires de vie nous amènent aussi sur des chemins qui font qu'à un moment donné, il faut donner du sens à cette vie. Et moi, j'ai choisi de donner du sens à cette perte que j'ai expérimentée, mais aussi à toutes les rencontres que j'ai pu faire où il y avait ces personnes endeuillées qui étaient si tourmentées, si dévastées, parce que le deuil, ça dévaste, ça détruit tout sur son passage. Mais je me suis surtout rendu compte que si les personnes sont dévastées, c'est aussi toute la famille et le couple qui est fragilisé, qui menace d'imploser finalement.
Pourquoi? Parce qu'on n'avance pas au même rythme. On parle de temporalité, là non plus. Nous n'avançons pas au même rythme. Chacun essaie de faire comme il peut, avec les moyens que sont les siens au moment de cette perte qui les secoue, qui les met à mal, qui font qu'à un moment donné, plus rien n'a de sens dans la vie. Et de se dire à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi l'autre ne réagit pas comme moi, je ne comprends pas pourquoi l'autre n'avance pas au même rythme que moi, je ne comprends pas pourquoi il n'exprime pas les mêmes choses que moi, pourquoi il ne pleure pas, pourquoi il ne fait pas ou ne dit pas telle chose. Ça peut être compliqué dans une relation. Alors, même au niveau individuel, c'est aussi se sentir tellement mal avec soi-même, parce qu'on parle de relations aux autres, mais c'est aussi une relation avec soi-même. Quand on n'est plus en bonne relation avec soi-même et qu'on est tellement torturé qu'on n'arrive plus à avancer, oui, là, je pense que l'accompagnement est nécessaire. Oui, évidemment. Mais c'est vrai que tu parlais de système tout à l'heure, un deuil peut venir jeter le chaos total dans un système, que ce soit le système du couple ou le système de la famille. On voit souvent des couples se séparer suite à la disparition d'un enfant, par exemple. Ça, ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement. Et tu penses que c'est... enfin, tu penses ou tu constates que c'est justement à cause de ça, cette différence entre la manière d'appréhender ce deuil et l'incompréhension de l'un et de l'autre? Oui, alors il y a un peu de tout ça, c'est-à-dire que toutes les personnes qui perdent un enfant ne vont pas se séparer pour autant. Ce sont souvent des couples qui ont été déjà fragilisés dès le départ et que le deuil vient encore grignoter en matière si on est dévasté à un moment donné, il ne reste plus rien, c'est difficile de reconstruire sur du rien. Mais en tout cas, le fait d'être autant fragilisé et de se sentir autant seul, parce que c'est pas parce qu'on est en couple, qu'on est en famille extrêmement entouré qu'on se sent pas seul. On est extrêmement seul avec son chagrin et chacun le vit à l'intérieur de soi de manière complètement unique finalement. C'est pas parce que je suis des personnes et que j'ai vécu moi-même un deuil que je comprends ce qu'elles vivent. J'en comprends quelque chose en lien avec mon histoire à moi, mais chacun le vit complètement différemment. Alors oui, c'est important et c'est aussi pour ça que j'ai voulu cet accompagnement, de permettre aux personnes qui viennent ici de pouvoir aussi s'autoriser à lâcher prise. Parce que c'est très compliqué aujourd'hui de lâcher prise dans notre Tout le monde en parle de ce fameux lâcher prise. Voilà, de ce lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est lâcher ses émotions, c'est accepter de pouvoir exprimer ce qui semble inexprimable en société. Parce que notre société a encore un tabou énorme sur la mort et sur le deuil. Il faut faire son deuil vite fait, bien fait. Il faut tourner la page, il faut penser à autre chose, il faut s'aérer la tête. Pour moi, ce sont des notions qui sont complètement inconcevables et inacceptables quand on perd quelqu'un qu'on a aimé et qu'on aimera toute sa vie. Donc c'est l'idée on vient aussi ici pour être accueilli dans sa peine, dans sa souffrance, et puis pour avoir un temps pour soi, pour reprendre son souffle et pouvoir se relever petit à petit. Parce que c'est un processus qui est extrêmement long, qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup de patience. Alors, c'est un mot que j'aime pas du tout, la résilience, parce que je trouve qu'on le met à toutes les sauces aujourd'hui, et puis que non, il faut pas être courageux, il faut pas être résilient quand on perd quelqu'un, il faut surtout rester debout et rester en vie. Et moi, c'est aussi ce que je propose en thérapie, c'est un vrai travail thérapeutique, je suis pas juste dans l'écoute, je suis dans l'idée de pouvoir leur donner des ressources, des moyens pour justement pouvoir rester en vie, et puis donner à la personne qui est décédée une place dans leur vie. Il ne s'agit pas d'oublier, il ne s'agit pas d'effacer la personne qu'on a aimée. Il s'agit de lui donner une place, mais par contre une place qui va être appropriée, sa juste place. C'est quoi sa juste place? Ça va être une place qui ne va pas empêcher ceux qui restent de continuer, mais qui n'aura jamais le goût de l'oubli. Voilà. C'est une place qui va leur permettre de continuer malgré tout à avancer, et puis à se dire que, alors c'est pas que la vie continue, c'est je serai plus jamais comme avant, c'est sûr, mais je vais essayer d'être comme après. Quelqu'un d'autre et d'en faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire de cette nouvelle vie qui s'offre à moi? Et puis qu'est-ce que je peux faire avec les gens qui m'entourent? Et là, c'est là que toute la thérapie familiale intervient aussi. Parce que toutes ces personnes-là, elles n'avancent pas au même rythme que moi, elles n'ont pas forcément les mêmes idées que moi, elles ne me comprennent pas. On a souvent l'impression de n'être pas compris du tout par personne. Personne ne semble connaître ou ressentir ce que l'on vit à ce moment-là. Et c'est l'idée d'avoir aussi quelqu'un qui, comme pour la thérapie de couple ou familiale, puisse interpréter, décrypter ce que l'autre ressent aussi. De dire, voilà, votre conjoint, votre papa, votre maman ne ressent pas du tout les mêmes choses que vous. Voilà ce qu'il ressent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peine et de souffrance. C'est-à-dire qu'il y a d'autres façons, à un moment donné, de vivre son deuil, effectivement, de le traverser. Tu es une sorte de médiatrice à ce moment-là. De médiatrice, tout à fait. Puis peut-être aussi témoin qu'on peut continuer à vivre.
Je te remercie infiniment Merci à pour toi. ton témoignage, Catherine. Donc, tu reçois ton cabinet à Dijon. Tout à fait. Tu n'as pas de site internet pour le moment? Non, je n'ai pas de site internet, j'ai une page Facebook, je suis sur les réseaux sociaux et puis je consulte ici. On peut me trouver sur différents sites, notamment le site psychologue.net. Oui, c'est ça. Et sur les réseaux sociaux, il suffit de taper ton nom, Catherine Verdier-Daviou. Voilà. Mais de toute façon, je remettrai tes coordonnées sous la vidéo, évidemment. Très bien. Merci beaucoup Merci à toi. à toi, Céline, pour cette jolie balade en nostalgie. Oui. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.